On va continuer cette semaine, du coup, en vous expliquant un peu la problématique qui fait chuter le Bitcoin et l'Ethereum à l'heure actuelle. Donc, j'ai nommé ça crypto et finances traditionnelles, les risques sont les mêmes. D'accord? Vous allez voir pourquoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Reprenons l'histoire. Donc, il y a quelques semaines, pour ceux qui s'en souviennent pas, j'avais fait une vidéo dédiée. Il y a comment s'appelle, le Luna et son stablecoin qui se sont effondrés. D'accord? Il faut savoir une chose. Les stablecoins et les coins que vous avez, c'est-à-dire les tokens, quand ils sont des tokens solides, ils sont toujours utilisés dans des protocoles qu'on appelle la DeFi, donc la finance décentralisée. Après, vous avez aussi de la finance centralisée, c'est ce que fait Nexo et Celsius, mais on va simplifier, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes là-dedans et quand vous stackez vos valeurs? C'est-à-dire qu'en fait, il va se passer quelque chose de simple. Généralement, vous donnez vos cryptos à un protocole et en échange, vous allez obtenir du rendement. Mais ce que vous faites, la plupart du temps, c'est pas du stacking, c'est-à-dire que c'est pas la chaîne qui vous récompense parce que c'est un proof of stake, d'accord? Mais la plupart du temps, c'est juste on vous récompense parce que il y a d'autres gens qui empruntent vos crypto-monnaies, qui tradent avec, etc. et qui vous payent un rendement, d'accord? La problématique de ça, c'est quoi? C'est que déjà dans la crypto, les rendements ont toujours été très hauts. Mais ça, c'est normal parce que c'est un nouveau secteur. Donc quand vous êtes dans un nouveau secteur, c'est toujours un peu plus folklorique. Et surtout, c'est normal aussi parce que ceux qui sont intéressés pour emprunter en crypto, c'est souvent soit des traders. Donc du coup, comme vous avez une forte volatilité sur le marché des cryptos, bah, il y a beaucoup d'argent à se faire. Donc ils sont prêts à payer assez cher pour obtenir leur crypto et pour pouvoir shorter les marchés ou ce genre de choses. D'accord? Et autre chose qui est pour le coup du coup aussi intéressant, c'est que vous avez aussi dans les pays émergents beaucoup de gens qui ont des taux d'emprunt qui sont très élevés chez eux, le Brésil, etc. et qui du coup préfèrent emprunter des cryptos. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont emprunter un stablecoin, mettons un stablecoin dollar à hauteur d'un taux de 10%, d'accord? Ils vont après échanger leur stablecoin dollar pour faire leurs investissements en monnaie locale. Mais en fait, généralement, dans la plupart des protocoles dans la DeFi, c'est pour ça que je dis que c'est pas non plus des fous qui ont inventé la DeFi. Pour pouvoir emprunter, vous mettez toujours un collatéral en échange. C'est un peu comme si dans votre banque, vous voulez acheter une maison, bah, vous mettez en collatéral votre portefeuille d'actions. Et votre banquier dit, je suis d'accord pour te prêter. Et d'ailleurs, souvent dans la finance, à l'heure actuelle, il n'y a pas de collatéral. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont emprunter pour acheter une maison, ils mettent pas de collatéral. Le seul collatéral, c'est la confiance qu'a la banque en le fait que ces gens-là vont toujours avoir du travail dans les années à venir et donc vont être capables de payer leur emprunt. Dans la plupart des cas, dans la finance, dans la DeFi, vous mettez un collatéral. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui est brésilien? Vous vous dites, votre monnaie, elle a peu de valeur. D'accord? Vous achetez des bitcoins, vous voulez les garder. Mais vous avez besoin d'utiliser une partie de ces bitcoins pour un investissement. Vous montez une boîte, j'en sais rien, faites ce que vous voulez, d'accord? Donc ce que vous allez faire pour pas vendre vos bitcoins, c'est que vous allez mettre par exemple un bitcoin en collatéral, d'accord? Et le protocole va dire je te prête jusqu'à 0,75 bitcoin avec un taux de rendement de X, d'accord? Soit vous acceptez, soit vous acceptez pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que normalement, d'accord, si vous êtes quelqu'un d'intelligent, il y a assez peu de risques que vous n'arriviez pas à rembourser. Ce que la plupart des gens font, c'est quoi? C'est qu'ils empruntent des stablecoins, d'accord, donc du dollar, et ils mettent en collatéral du bitcoin. Pourquoi les gens font ça, surtout dans les pays émergents? C'est très simple. Parce qu'au lieu de mettre un bitcoin et d'emprunter un bitcoin, vous voyez que l'intelligence, elle est assez limitée, d'accord? Ça vous hedge un petit peu, mais c'est pas très intelligent. Par contre, ce que beaucoup de gens font, c'est ils ont besoin par exemple de 10 000 $ pour acheter une voiture pour continuer à travailler parce que le mec qui a un taxi, il a cassé sa voiture. Il a c'est un bitcoin, mais il veut pas les toucher parce qu'il se dit la monnaie brésilienne va se casser la gueule, donc en fait, je voudrais qu'on me prête de l'argent et je le rembourserai. D'accord? Donc qu'est-ce que la personne fait? Il va mettre ses 1 bitcoin en collatéral, il va obtenir ses 10 000
de USDT ou de tout ce qu'on veut stablecoin dollar. Il va échanger ces stablecoin dollars contre de la monnaie brésilienne. Il va acheter sa voiture et après il va rééchanger sa monnaie brésilienne contre des stablecoin dollars et il va rembourser petit à petit. D'accord? Alors, il a bien le risque entre sa monnaie et le dollar. Mais normalement, dans la théorie, ce risque-là est compensé par le fait que si le dollar monte, normalement, le prix en monnaie locale brésilienne du Bitcoin devrait monter. Même si le prix du Bitcoin descend. Parce qu'en fait, la monnaie devrait tellement descendre que ça devrait compenser. Le problème, c'est que ça marche que si le Bitcoin ne se perd pas beaucoup de sa force. Sinon, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle un margin call. C'est-à-dire, en fait, le protocole vous a prêté 10 000, vous êtes censé rembourser. Il dit vous êtes censé sécuriser à hauteur de, par exemple, 20 000. Donc, vous avez mis 20 000 de collatéral pour emprunter 10 000. Mais si votre collatéral, il perd 50% de sa valeur, vous avez emprunté 10 000 et vous avez plus 10 000 de collatéral. Donc là, ce que le protocole va vous demander, c'est rajouter 10 000. Sauf que si vous ne le faites pas, il va vendre votre collatéral pour repayer les gens qui vous ont prêté. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en faisant ça, bah, si tout le monde se met à vendre en même temps parce qu'il est margin call, vous avez un effet domino qui se met en place et qui est très compliqué. C'est cet effet-là qui s'est passé dans l'univers de la blockchain Terra, qui a complètement explosé la blockchain Terra. Même si, comme je vous l'ai raconté dans la vidéo d'avant, je pense que Terra était un magnifique et prévisible Ponzi, mais c'est comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'à l'heure actuelle, vous avez Three Arrows Capital, qui est un hedge fund, qui pourrait faire faillite, d'accord? Parce qu'ils ont du mal à rembourser les dettes. Et Three Arrows Capital, c'est un hedge fund qui avait lourdement investi dans la blockchain Terra. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient lourdement investi dans Terra. Ça vaut plus rien. D'accord? Ils ont fait du coup de la perte. Pour compenser cette perte, ils sont obligés de retrouver du cash. Comme personne ne veut leur donner du cash, ils sont obligés de vendre d'autres actifs qu'ils ont. D'accord? Et quand ils vendent ces autres actifs, ce qui se passe, c'est qu'ils font baisser le prix de ces actifs. Et du coup, en faisant baisser le prix de ces actifs, eh ben, ils mettent margin call quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, c'est Celsius. Et Celsius, comme il est margin call, il est obligé de faire baisser, de vendre. Et vous avez un effet boule de neige qui se met en place. Mais c'est exactement le même effet que vous avez eu dans les années 2008. Dans les années 2008, il y a un fonds qui a fait faillite au début, qui était margin call, qui a vendu ses produits du coup. En vendant ses produits, d'autres se sont mis à les vendre. Et ça a entraîné un effet cascade, en plus du sous-jacent qui fait que les produits qu'on vous vendait, c'était pas vraiment des produits nets. Et donc dès que cet effet cascade a commencé à se mettre en place, l'économie s'est un tout petit peu retournée, ce qui a fait que certaines personnes ne pouvaient plus payer leur crédit. Et donc en fait, les paquets de crédit qu'on avait en 2008 qui regroupaient plusieurs tranches de crédit immobilier des Américains, bah comme l'économie s'est un tout petit peu retournée, ceux qui étaient les plus en risque, ils pouvaient plus payer. Du coup, le château de cartes a eu lieu là. Du coup, les produits qu'on pensait sûrs n'étaient plus sûrs. Il fallait les revaloriser. En les revalorisant, on avait un problème de qui détient quoi. Donc, on faisait baisser le prix des actifs. Du coup, l'économie est encore retombée d'un étage. Et après, bah, vous avez un château de cartes. Et le seul moyen d'effacer ce château de cartes, c'est quand quelqu'un arrive et vous dit « Écoutez, ces actifs, moi, je vous les achète. Je suis l'acheteur de dernier ressort. » Généralement, dans le monde de la finance, c'est la banque centrale. C'est ce que vous appelez injecter de la liquidité. Dans le monde des cryptos, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de banque centrale, mais il y a des gros acteurs. Donc, ce qui s'est passé, c'est ça. Nexo, ils ont publié ce matin en disant que Three Arrows les avait contactés pour justement faire des prêts chez Nexo. Nexo a refusé de s'exposer à Three Arrows Capital. D'accord? Mais ce que fait Three Arrows, c'est ni plus ni moins que la stratégie globale d'un hedge fund, c'est-à-dire vous vous hedgez au maximum pour avoir le rendement maximal. On va voir après comment ça se passe. Donc, c'est ici, vous voyez, là je vous l'ai mis, hein, comment est-ce qu'on fait un margin call. Il y a vos investissements, d'accord? Il y a ce que le broker vous prête. Le titre monte, vous gagnez la différence. Vous allez donc vendre le titre à ce niveau-là, vous récupérez ce que vous avez mis au départ, vous rendez
avec un intérêt, ce que le broker vous a prêté, et tout ce qui est ici, moins les intérêts de ce que le broker vous a prêté, c'est votre gain. Sauf que, si le prix baisse, d'abord c'est votre investissement qui est touché, mais au bout d'un moment, ça devient l'investissement du broker. Sauf que le broker, vous devez le rembourser. Donc c'est ce qui s'appelle un margin call. Et à ce moment-là, quand c'est l'investissement du broker qui est touché, la plupart des brokers, ils vendent ou ils vous demandent de réinjecter du collatéral. C'est-à-dire de faire remonter votre investissement et votre valeur d'investissement en réinjectant du cash. D'accord ? Sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est quoi ? C'est quand quelqu'un risque d'être margin call, qu'est-ce qui se passe dans le marché ? Bah, vous avez des petits malins, ils vendent le même actif que cette personne détient juste pour le mettre margin call. Parce que si vous êtes short, en fait, votre but c'est quoi ? C'est de mettre margin call l'autre acteur de marché, parce que vous allez vendre avant lui, puis lui il va être obligé de vendre parce qu'il est margin call, et là vous allez pouvoir lui racheter avec un discount, repayer ceux à qui vous avez emprunté pour faire un short, et vous avez gagné. Juste parce que vous avez mis margin call les autres. Donc il y a une mode depuis 1 ou 2 mois sur les cryptos qui fait venir des hedge funds qui cherchent à mettre margin call certains acteurs de la crypto. Le problème, c'est que quand vous cherchez à faire ça, pour faire ça, il faut que vous vendiez de la crypto. Il faut que vous soyez short sur votre crypto. Et comme généralement ces fonds, ils détiennent pas de la crypto, ils l'empruntent à quelqu'un. Mais quand vous empruntez un actif à quelqu'un, vous payez un taux de rendement. D'accord ? Donc il se trouve qu'il y a certaines personnes, quand vous voulez certaines choses, quand vous voulez emprunter maintenant du bitcoin, etc., et que vous voulez l'emprunter en très grande quantité pour faire ces stratégies de short, vous pouvez être sur des coûts qui vont être de plusieurs dizaines de pourcents par mois. Ça veut dire que vous empruntez 1 million en bitcoin, à la fin du mois, il faut que vous remboursiez 1 million 100 et quelques mille. D'accord ? C'est considérable. Donc ça veut dire qu'en même temps, ceux qui shortent le marché, ils sont margin call aussi. Parce que si le marché, il baisse pas trop, et ben en fait, eux, ils sont perdants sur leur position. Et ils sont très vite obligés de débloquer leur position. Donc là, vous avez un système de guerre. Mais tous ceux qui vous disent c'est le marché des cryptos, c'est pour ça c'est des fous. Non, c'est le Wall Street de d'habitude. C'est juste que sur les cryptos, la fluctuation est beaucoup plus forte. Mais c'est les mêmes stratégies agressives que vous avez eues sur absolument tout. Et je vous signale que dans l'imaginaire de beaucoup, hein, d'accord, il y a un très grand milliardaire qui est reconnu pour avoir mis en échec en échec la Banque Centrale d'Angleterre. Hein, Soros. Bah, Soros, il a margin call en partie la Banque Centrale d'Angleterre. Voilà. Et au bout d'un moment, la Banque Centrale d'Angleterre ne pouvait plus émettre à nouveau de la monnaie parce que sinon, la monnaie descendait trop. Et donc, ils ne pouvaient plus en même temps soutenir tout ça. Donc, ils ont été mis KO. Alors, le margin call d'une banque centrale, c'est encore autre chose, c'est beaucoup plus complexe. On va pas l'expliquer là parce qu'il y a encore plus d'acteurs qui rentrent en jeu et il y a plus de mécanismes. Mais tout le monde loue un culte à cet homme-là. Ce qu'il a fait, c'est ni plus ni moins que de la piraterie financière. Et bah c'est la même chose qui se passe là. De la piraterie financière. Et vous avez eu la même chose il n'y a pas longtemps. C'est Archegos. Pourquoi ? Parce que si vous prenez 3 Arrows, c'est exactement comme Archegos. Qu'est-ce qui pose un problème ? C'est que 3 Arrows a emprunté à énormément de protocoles différents dans la blockchain. Et en fait, tous ces protocoles, comme ils ne sont pas reliés les uns les autres, personne n'était au courant de ce que 3 Arrows avait emprunté au total. À part les acteurs de chez 3 Arrows. Sauf que comme c'est un hedge fund, ils n'ont pas à le publier. La même chose que Archegos. Archegos, qu'est-ce qui avait été un problème ? C'est qu'Archegos allait voir des banques et prenait des titres dans toutes les banques et avait des guichets ouverts en marge dans toutes les banques, sauf que comme les banques discutaient pas entre elles, personne n'était au courant de ce que faisait Archegos. Ce qui faisait que, en fait, avec un système de filiales et tout, sur certains titres, Archegos faisait 80% du volume d'achat du titre sur les derniers mois, d'accord ? Donc c'était le seul acheteur, et ils achetaient avec quoi ? Avec de la marge que leur donnaient différentes banques. Et c'est justement parce que les banques n'ont pas été capables de communiquer entre elles qu'il y a eu ce problème. Et à l'époque, ça avait fait un effondrement, vous voyez, Farftech, Baidu, VIPshop, Tencent Music, vous voyez les pertes. Alors, depuis, les pertes sont encore plus importantes, mais ça avait fait la même chose. Donc en fait, que ça soit 3AC ou Archegos, c'est la même histoire.
c'est pas le problème que 3AC est dans la crypto et que Archegos c'était pas dans la crypto. L'architecture financière qu'il y a derrière chez hedge funds est la même. D'accord? C'est juste la notion du risque. C'est-à-dire qu'effectivement, le Bitcoin a une fluctuation qui est plus importante que une action. Donc normalement, justement, les fonds qui interviennent sur le marché des cryptos, ils devraient être encore plus stricts sur la gestion des risques. Sauf que comme personne contrôle les cryptos, bah vous avez des gens qui font tout et n'importe quoi. Et qui n'ont aucune notion du risque. Et quand un domino tombe, vous avez le risque que tous les autres dominos tombent avec. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose d'assez simple. C'est qu'après il se passe un autre phénomène. Comme Celsius, Nexo et compagnie, c'est des gens qui en fait disent à des gens comme vous, vous avez des cryptos, donnez-les nous et on va se charger de les faire fructifier en les prêtant à d'autres. Vous donnez vos cryptos. Quand vous commencez à avoir peur en cet acteur, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir cet acteur et vous lui dites rends-moi mes cryptos. Sauf que cet acteur, il a prêté ses cryptos. Et il y a des gens qui ont acheté. D'accord? Il y a des gens qui vont rembourser dans 1 mois, 2 mois, etc. Et vous ne pouvez pas leur demander de rembourser maintenant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous avez une crise de liquidité. Parce que tout le monde demande à sortir et vous êtes sur des actifs qui ne sont pas forcément liquides. Donc si tout le monde se met à demander l'actif en même temps, bah, ça coince. Mais ça, c'est la même chose dans tout. Vous pensez que votre billet de banque, il est liquide. Mais si tout le monde va à la banque en même temps, le même jour, et demande des billets, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Bah là, il y a exactement la même chose chez Celsius. Et du coup, Celsius dit, pour éviter la panique, j'empêche tout le monde de sortir de la liquidité. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que quand vous avez en face de vous un bank run, la seule solution que vous avez, c'est d'interdire les gens de faire quoi que ce soit pour limiter le risque. Parce que sinon, c'est un effet domino qui s'emballe et qui s'arrêtera jamais. Et tous ceux qui vous disent, oui, du coup, ça vous montre qu'il faut avoir vos clés privées, parce que si vous n'avez pas vos clés privées, vous voyez, vous êtes sensible à quelqu'un, etc. La vérité, c'est que si c'était un modèle informatisé qui gérait automatiquement et qui arbitrait automatiquement, le modèle, il aurait fait exactement comme le modèle informatique qu'il y a eu chez Luna. C'est-à-dire, il aurait vendu du collatéral pour repayer les gens, ce qui aurait entraîné le fait que d'autres gens auraient voulu du cash. Donc du coup, il aurait été obligé de vendre encore d'autres collatérales et ça serait effondré à zéro très très rapidement. Parce qu'il faut bien penser que nous ne sommes que des hommes. Nous avons peur. Nous avons des sentiments, des choses comme ça. Et il faut toujours prévoir des contre-mesures. Sinon, vous avez un effet d'emballement qui peut faire monter au ciel les choses et les faire descendre aussi rapidement. Donc, du coup, Celsius a arrêté les retraits, etc. Ça a fait encore plus descendre le Bitcoin. Parce que les gens ont pris peur. Qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, il se passe que du coup, ça met margin call des gens qui avaient du Bitcoin. Donc, ça s'auto-entretient. Mais surtout, vous avez autre chose aussi. C'est que souvent, ces acteurs-là, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est ils vont prêter de l'argent à certaines personnes. Et donc, tant que les prêts sont pas arrivés à échéance, bah, les gens ne remboursent pas. Et autre chose que ces gens-là font, c'est ils font ce qu'on appelle du stacking. D'accord? Donc là, c'est pour toutes les blockchains qui sont en proof of stake. Sauf que quoi? L'idée qui est intéressante, elle est là-dessus. Quand vous faites du stacking, vous stackez généralement pour une durée minimum. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de liquidité. Donc qu'est-ce que les géants du secteur ont fait? Généralement, quand vous stackez dans un actif, ils ont créé une réplication de cet actif qui est soi-disant liquide. D'accord? Mais ça, c'est pareil, hein. N'allez pas croire que c'est un truc qui existe que dans la crypto. Il y a des gens qui vous vendent de l'actif liquide sur le marché immobilier londonien. Ils ont titrisé des appartements, des machins comme ça, et puis ils vous disent vous pouvez spéculer toute la journée. Vous l'achetez, vous le vendez toute la journée. Et le prix de l'appartement fluctue 50 fois par jour. Ils ont titrisé la chose. Ce qu'ont fait les géants de la crypto, c'est la même chose. Il y avait un problème d'illiquidité et ils ont été créés un actif qui soi-disant est liquide. Alors pour prendre un exemple, on va prendre un exemple, c'est l'Ethereum. Ethereum, ils sont en train de passer sous un format Proof of Stake. Donc ce que vous pouviez faire avec, avec Ethereum, c'est envoyer vos cryptos
pour les stacker sur Ethereum. Mais le problème c'est quoi? C'est que la durée du stacking sur Ethereum, elle est de plusieurs mois. Donc les gens comme Binance, etc., chez Binance, ils ont créé ce qu'on appelle du BETH. Donc en fait, c'est quoi? Un BETH représente un ETH qui est stacké dans le protocole d'Ethereum. Quel est l'avantage de ça? C'est que quand vous stackez des Ethereum chez Binance, vous obtenez des BETH. Si vous avez besoin de les liquider, il y a quelqu'un en face. Sauf que vous arrive le même problème qu'avec les stablecoins. Pour que ça marche, il faut que un BETH est égal à un ETH. Si vous avez ce qu'on appelle un DPEG, c'est-à-dire que les gens jugent que finalement ils veulent tout de suite de l'Ethereum et ils veulent plus du BETH, ils peuvent vendre massivement le BETH et du coup un Ethereum n'est plus égal à un BETH. C'est ce qu'on appelle un DPEG. Et là, c'est un problème qui est en train de se passer. D'accord? Je vais vous le montrer. C'est ici. C'est ce qu'on appelle le STETH. Donc ça, c'est le Lido. D'accord? Et je vous l'ai mis ici, le graphe. D'accord? Vous voyez, l'ETH, il est là. Moins 48,25. Et le STETH USD, il est à moins 50,2. Donc en fait, vous avez une différence de 2% entre les deux actifs qui sont censés être les mêmes. Donc qu'est-ce que ça fait, cette différence-là? Ben, ça fait que comme Celsius avait beaucoup de STETH, parce qu'ils avaient stacké beaucoup d'Ethereum pour les gens. D'accord? Leur idée, c'était quoi? C'était qu'ils détenaient beaucoup de STETH, qui représentaient le stacking sur Ethereum qu'ils avaient mis, et que si les gens voulaient récupérer leur Ethereum, ils pouvaient toujours, eux, Celsius, vendre du STETH sur le marché, et donc pour racheter de l'Ethereum et rendre de l'Ethereum aux clients. Sauf que ça, c'est valide tant que Ethereum et STETH ont de la parité. Si vous n'avez pas de la parité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la personne a mis un Ethereum, veut récupérer un Ethereum, et en fait, là, ce que Celsius va pouvoir lui rendre, c'est pas un Ethereum, c'est 0,98. Donc en fait, Celsius, pour que les gens fassent pas de perte, il va falloir qu'elle mette les 2% de différence. Sauf que c'est sur une masse considérable de près 2%, ça fait énormément de collatéral. Et ça fait énormément de problématiques. Et donc il faut que Celsius trouve le cash. Ou que les gens acceptent de prendre de la perte. Ce qui n'est pas si simple. D'accord? Et vous voyez que la supply en STETH, elle a beaucoup monté. Parce que beaucoup de gens, comme moi, qui aiment bien Ethereum, ont dit, bah, j'achète ça. Et je mets et je stack. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas des gens qui croient en Ethereum en se disant, dans quelques mois, Ethereum va me rendre ce que j'ai stacké avec en plus un bonus. Et en ce moment, on paye moins cher le STETH que l'Ethereum. Donc je vais acheter du STETH. Et donc vous allez ramener à la parité. Sauf que comme Ethereum est en train de se casser la figure, personne ne veut acheter du STETH. Vous voyez un peu le truc? Et vous avez aussi autre chose. C'est que vous avez des gens qui ont titrisé le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin de base, vous pouvez pas, c'est pas un actif qu'on peut prêter facilement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé le WBTC, qui est le Bitcoin sur la chaîne d'Ethereum. Donc normalement, un WBTC est égal à un Bitcoin. Ça ne change pas. Mais comme du coup, une fois que vous avez amené vos Ethereum sur la chaîne de vos Bitcoins sur la chaîne d'Ethereum, ce que vous voulez en faire, c'est en créer du rendement avec. Donc les gens, ils ont créé plein de choses, comme le DAI, comme ce genre de choses. Ils ont créé énormément de choses. Donc il y a un des volts qui est détenu par Celsius, le WBTC-A, d'accord, qui a un ratio de collatéralisation qui est à 145%. C'est-à-dire que vous devez, pour 100 € de DAI en circulation, vous avez 145 $ de WBTC. Le problème, c'est quoi? C'est que comme le Bitcoin baisse, bah votre équivalent dollar de WBTC baisse. Donc plus le Bitcoin baisse, plus Celsius doit en remettre dans dans ce coffre-fort. D'accord? Ce WBTC. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, vous avez des gens qui disent, mais en fait, le DAI peut s'effondrer si Celsius s'effondre et si le vol de Celsius s'effondre. Et pour que le vol de Celsius s'effondre, c'est à quel niveau qu'il faut être margin call? Et ben le niveau, par exemple, en début de semaine, c'était 22 500 $.
Sauf que comme on est passé en dessous, et ben en fait, Celsius a dû retrouver des bitcoins à mettre en équivalent. Et ils ont remis 4000 bitcoins dans leur, coffre-fort. Ce qui a descendu le ratio, le moment où il serait margin call, à 18 000 $. Enfin, en vérité, c'est 17 000 $. D'accord? Mais vous voyez bien que c'est problématique. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'à 17 000 $, Celsius risque d'être margin call. Donc vous avez beaucoup de gens qui se disent on va emprunter massivement du Bitcoin qui t'a payé très cher pour essayer de mettre margin call Celsius. Et donc, dans le sens inverse, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des mecs de la crypto qui sont plutôt bullish, qui vont acheter du Bitcoin et qui vont le donner à Celsius contre un petit prêt en disant à Celsius baisse ton margin call, comme ça ceux qui sont short, ils vont être tondus. Et vous comprenez bien que c'est un jeu très très dangereux, aussi bien pour les acheteurs que pour les vendeurs. Enfin, tous ceux qui sont avec du levier, c'est chaud pour leurs fesses. D'accord? Sachant que, bon, bien sûr, Celsius a aussi eu des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a eu des hacks dans certains protocoles, dont le protocole Badger DAO qui a été hack, sur lequel Celsius a pris une perte. On ne sait pas encore de combien, mais aux alentours entre 100 et 120 millions. Donc ça a touché les réserves de cash de Celsius. Donc forcément, comme il y a eu beaucoup de piratage ces derniers mois, il y a beaucoup des réserves de cash de Celsius qui sont tombées. Donc le matelas de sécurité, il est beaucoup plus faible. D'accord? Donc voilà. Donc tout le monde est un peu en difficulté avec ça. Parce que ce que vous comprenez bien, c'est qu'en fait, c'est de la même finance que d'habitude. C'est exactement comme les fonds qui ont été margin call alors qu'ils étaient short sur GameStop, etc. et qui ont explosé. Sauf que là, la différence, c'est que c'est sur des fonds qui font, pour vous situer un peu la chose, Celsius, c'est 20 000 $, pardon, c'est 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et A3C, c'était 20 000 $ d'actifs sous gestion. Donc ça veut dire qu'à eux deux, ils représentent 40 milliards de dollars d'actifs sous gestion. À l'époque, en vous disant que les cryptos faisaient 1500 milliards, d'accord? Donc ça veut dire que vous avez un peu moins de 5% du marché qui peut être margin call. C'est considérable. Si demain il y avait un acteur, enfin plusieurs acteurs, sur le marché financier global, d'accord, des actions, qui risquaient d'être mis margin call et qui pesaient 5% du marché, mais je peux vous assurer que plus personne parlerait de l'Ukraine. Hein. Et que tous les ministres, ils seraient en train de se réunir autour de la table pour savoir combien les banques centrales vont mettre de cash dans la machine. Hein. Parce que là, c'est dangereux. C'est très très dangereux. D'accord? Donc c'est vraiment important. Et moi, je trouve que justement, alors, c'est là que vient mon avis, je trouve que les cryptos réagissent plutôt très bien à cette problématique. Parce qu'en vérité, on aurait pu être sur quelque chose avec un effet de descente très violent. Et ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a des supports à des moments. Et il y a des gens qui achètent. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un flux d'acheteurs sur le marché des cryptos. Avec des gens qui commencent à se dire, des gens comme moi, hein, soit qui sont cons et qui vont se faire plumer par les hedge funds, soit comme on est nombreux, qui commencent à se dire, attendez, là ça commence à être pas cher, donc je vais en acheter un petit peu. Et donc du coup, comme ils en achètent un petit peu, ils se mettent face aux fonds short. Et comme il y en a d'autres qu'on achète un peu plus, et ben en fait les fonds short ils n'arrivent plus à faire baisser. Et vous avez le système inverse qui peut se mettre en place. Alors qui c'est qui va gagner, les fonds short ou les fonds qui jouent la hausse? J'en sais rien. Mais en tout cas c'est une bataille classique de la finance, avec des acteurs qui jouent sur des choix différents. Et la seule chose qu'on doit en retenir, c'est que la finance, il y a trop de leviers, que les hedge funds, ils sont souvent très mal gérés sur l'aspect risque, et que c'est un problème avant tout pour moi de législation. C'est-à-dire que c'est pas le monde des cryptos où c'est des mecs qui sont des tarés, c'est la législation qui ne fait pas assez. Mais la législation, elle fait pas assez aussi sur les actions. La preuve, il y a quelques mois, on a eu Archegos. Sauf que Archegos, ça représentait 90 milliards au plus haut. 90 milliards dans le marché total d'equity du monde entier, ça représente même pas 1% du marché d'equity. Donc si vous voulez, c'est ridicule. Et pourtant, vous voyez qu'il y a des banques qui ont failli vraiment, qui étaient vraiment en difficulté. Donc,
Et à l'époque, on avait les banques centrales qui injectaient des liquidités à tout va. Hein. Si on était dans la même époque que maintenant et qu'Archegos faisait faillite maintenant, à mon avis, ça ferait tanguer nettement plus les banques.